Donc avec les enseignants, on a travaillé un peu comme on travaille ensemble ici, sauf que c'était des journées complètes et qu'on passait l'après-midi sur des séquences d'enseignement qu'ils construisaient ensemble. Cette séquence devait comprendre un outil d'évaluation formative, et puis donc ils le testaient et on l'améliorait de fois en fois. C'était un tableau de progression, donc que je vais vous expliquer dès la diapo suivante. Nos variables, ce sont ces enseignants, dans ce Léa Eva Codis, donc lieu d'éducation associé à l'Institut français d'éducation, qui était en fait le groupe de travail local du projet européen Systemie. On en avait dans 8 pays différents. C'est un début de collège. Et on a des indicateurs pratiques d'évaluation formative des enseignants. On va voir si ces enseignants arrivent à mettre en place une réelle évaluation formative. Notre méthodologie, c'est de l'observation filmée des séquences, des entretiens avec les enseignants, et puis on analyse les vidéos avec les indicateurs, et on les analyse aussi avec les enseignants, et ça permet d'améliorer la séquence progressive. Une démarche relativement simple. On a donc des indicateurs qui sont ici. Est-ce que l'enseignant annonce ses buts? Est-ce qu'il annonce les critères? Est-ce qu'il s'inquiète de l'avancée de la tâche par les élèves? Est-ce qu'il s'inquiète de leur compréhension, de leur connaissance? Est-ce qu'il valorise l'auto-évaluation? Est-ce qu'il leur fait des retours qui correspondent à ce que l'on a dit tout à l'heure? Et est-ce qu'il les responsabilise? Ça, c'est un travail de chercheur, mais on a partagé avec les enseignants, on a partagé ces indicateurs. Ça faisait partie de leur formation aussi. Et ce qu'on observe, ça a duré 3 ans. On pense qu'il faut 3 ans pour un réel changement de pratique. Donc ceux et celles d'entre vous qui ont changé une petite chose depuis le début de la première session, c'est formidable. Quand les enseignants, ces enseignantes ont commencé, vous voyez, ils avaient une pratique d'évaluation formative qui est peut-être la vôtre. Donc ils énonçaient bien leur but. Ils permettaient aux élèves de se situer avec ces 3 smileys. Et puis ils leur permettaient quelque part d'adapter l'activité, puisque dans la grille d'évaluation, il y avait des indicateurs de réussite. Ils n'étaient pas contents du résultat. Beaucoup d'élèves décrochaient. Ça leur plaisait pas beaucoup, et nous, quand on analyse leur pratique, qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens-là? Eh bien, beaucoup, vous voyez la barre jaune, c'est-à-dire là, ils s'intéressaient à savoir si les élèves avaient bien compris le but, et puis s'ils mobilisaient bien les connaissances qu'il fallait pour atteindre le résultat. Et ce qui est quand même une certaine perte de temps, et les élèves, de leur côté, eux, parce qu'on filme les élèves aussi en particulier, on s'aperçoit qu'ils cherchent à comprendre les buts de l'enseignant. La grille d'évaluation, elle était donnée à la fin de l'activité pour que les élèves puissent s'auto-évaluer et voir s'ils avaient bien réussi. Avec eux, on a travaillé à améliorer ce document de manière à ce qu'il soit plus précis, plus simple, qu'il fasse attention à mettre les attendus en évidence, en utilisant donc 4 niveaux. Un niveau expert, un niveau apprenti, un niveau débutant, un niveau non initié. Dans un premier temps, on a commencé dans ce sens-là. On a fait attention aux genres, les collègues étaient très attentifs à ça, les enseignants de sciences sont attentifs à ces questions-là, et c'est bien. On n'a pas dit que c'était les experts qui étaient là, c'est le niveau qui est expert, pour que les filles puissent aussi se retrouver sur le niveau expert. Et puis, les collègues décrivaient à chaque fois ce qui était attendu. C'était mieux, mais pas à la hauteur de ce que l'on attendait ni les enseignants ni nous. Donc on est arrivé à une 3e forme où finalement les buts et les critères sont inscrits dans l'activité elle-même. Vous voyez, à gauche, on demande aux élèves, c'est une histoire de germination. Voilà, donc c'est la germination en 6e. Et donc, il faut que les élèves anticipent vos résultats. Quels résultats attendez-vous pour l'expérience test et pour l'expérience témoin? Donc, les élèves doivent écrire
là-dessous ce qu'ils attendent, et puis réaliser votre expérimentation. C'est une fiche d'activité des élèves, c'est le support de travail. D'habitude, ils n'ont que ce support de travail-là, sans évaluation formative à côté. Et là, les collègues donc, ont inscrit donc, les compétences qui sont évaluées, et puis ils décrivent les 4 niveaux d'attente de ces compétences. Je n'ai pas fait de phrase, j'ai fait une phrase sans rapport avec l'expérimentation ou l'hypothèse, j'ai fait une phrase en rapport avec l'expérimentation ou l'hypothèse, et puis j'ai fait une phrase en rapport avec l'expérimentation et l'hypothèse. Et les élèves vont pouvoir se situer avec ça, alors déjà anticiper, se situer et adapter leur réponse. Anticiper parce que l'enseignante leur dit « Voilà ce que vous avez à faire, regardez bien ce que j'attends. » Se situer, qu'est-ce que tu as fait? Et puis adapter, est-ce que tu peux t'améliorer? Et on voit que les feedbacks, les retours qui sont donnés aux élèves sont toujours autour de ces questions-là. Du coup, toujours sur la tâche. Elle ne parle pas d'effort, elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin de les féliciter. C'est où est-ce que tu en es? Est-ce que tu peux progresser? Qu'est-ce que tu dois faire? Ah oui, je dois écrire une phrase. Et qu'est-ce que l'on observe, hein? Et on voit bien donc que il cherche à soutenir les progrès, hein. Du coup elle le dit, moi mon but c'est que vous alliez vers le vert vert, le vert sombre, hein. Si vous êtes au jaune, vous êtes au jaune, mais essayez de progresser. Et comme la tâche est décomposée, on disait privilégier les réussites partielles. Là on voit bien quelles sont les réussites partielles. Alors la colonne rouge, elle n'est pas réussie du tout. Ce n'est pas une réussite partielle. C'est quelque chose que l'on ne veut pas. On s'est beaucoup posé la question avec eux. Est-ce qu'on doit mettre une réussite partielle ou décrire quelque chose que l'on ne veut pas? Eux, ils ont préféré faire ça, et on s'est dit qu'en éducation prioritaire, ça se justifiait. Les comportements que l'on ne veut pas voir en classe, nous, enseignants, on n'est pas dupes, on sait qu'ils existent, on peut même les écrire sur une feuille. Mais on n'a pas du tout envie que vous soyez là. Donc ça officialise très clairement ce que l'on ne veut pas voir. On sait que ça existe, mais on ne veut pas le voir. Fait par vous, les élèves. Dans d'autres établissements, peut-être qu'on peut mettre simplement les premiers pas. Là, je suis en interaction avec des enseignants d'autres secteurs, et c'est les premiers pas positifs dans la première colonne. Il se trouve, nous, dans nos recherches, on a pu voir, donc en éducation prioritaire, dans les classes près de Grenoble qu'on a vu, le fait de se mettre dans cette première colonne, que les profs n'acceptent pas, et de le mettre noir sur blanc, noir sur rouge en tout cas, ça permet à tous les élèves de se mettre au travail. Ils essayent tous d'être dans la case d'à côté. Voilà. Essayez, si vous avez envie, de faire la même chose que vos collègues de Grenoble, ou plutôt la même chose que d'autres collègues en étant le premier pas, voir la différence. Je ne sais pas, nous, on n'a pas de groupe témoin, on a essayé, mais c'est très très difficile de construire des groupes témoins, qui aient du sens. Qui ne soient pas juste pour le plaisir de dire on a fait un groupe témoin, mais qui ait vraiment du sens, qui isole les variables, c'est très très difficile dans ce milieu. Qu'est-ce qu'on observe? L'enseignante elle joue sur tous les critères d'évaluation formative. Elle passe beaucoup de temps sur l'avancée de la tâche. Où est-ce que vous en êtes? Elle passe moins de temps que tout à l'heure sur la compréhension, beaucoup moins sur les connaissances, plus sur l'auto-évaluation. Donc c'est les élèves qui se préoccupent de leur compréhension et des connaissances à mobiliser, et puis énormément sur le retour. Elle est sans arrêt en train de circuler dans les groupes et de faire des retours constructifs du style de ceux que l'on a définis tout à l'heure. Donc, c'est un système qui fonctionne, qui permet d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés, que de décrire les compétences visées en 4 niveaux de maîtrise, intégrées dans l'activité elle-même.
Ça a fonctionné dans les disciplines qu'on a évaluées, sauf pour les profs de technologie qui ont préféré, pour des raisons qui s'expliquent et qui se comprennent dans leur discipline, une feuille à part, qui ne soit pas intégrée au travail, parce que ça mélangeait trop de choses. Ils préféraient une feuille à part, et ils ont obtenu les mêmes résultats que les enseignants de sciences avec cette démarche intégrée. Et ça correspond au positionnement au niveau de maîtrise de réussite du socle, sur 4 niveaux en fait. Maîtrise fragile. Ça peut correspondre à ça. Je dis ça peut parce que quand on a fait cette expérimentation-là, le socle n'était pas encore publié. Il était en cours. Enfin, le socle, à la fin, le socle était publié, mais c'était à la fin de l'expérimentation. Et puis, on n'avait pas le livret scolaire unique, parce que c'est le livret scolaire unique qui a fait qui a mis en place ces 4 niveaux. Ça, on n'avait pas. Mais théoriquement, nous, on était sur les 4 niveaux depuis très longtemps, parce que justement, en psychologie ergonomique, on sait que c'est 4 niveaux de maîtrise des compétences qui permettent d'avancer. 3 niveaux, c'est sûr, ça ne permet rien. Ça fonctionne dans le cadre des classes sans notes, parce que le système rouge, jaune, vert, clair, vert foncé, qui permettent aux enseignants de garder trace de l'évaluation par compétences des élèves, et donc ils gardent trace à partir de ces documents-là, et en conseil d'équipe, en conseil de classe, ils arrivent avec leurs documents, ils ont choisi quelques compétences importantes, et ils peuvent dire, bah, tel élève, voilà, dans ma discipline, sur telle compétence, voilà où il en est. Donc ils se servent, pour les classes sans notes, ils se servent de ces outils-là, très directement. Et on observe que les élèves sont responsabilisés, c'est-à-dire à quoi ils passent leur temps, les élèves, à chercher des solutions aux problèmes. On le voit très nettement sur les vidéos. Et il n'y en a aucun qui attend que leur passe, que le prof veuille bien arriver, etc. Ils sont toujours en train de chercher. Donc pour nous, c'est une réussite puisqu'on a atteint les objectifs que nous disions. Ce qui est difficile dans cette pratique-là, c'est d'écrire les descripteurs. Mais ce qui est très intéressant, c'est de faire ça en groupe. Les enseignants ont beaucoup apprécié de faire ça en groupe. Après, ce qui est difficile aussi, c'est de l'intégrer dans l'activité, pas surcharger le travail des élèves. Alors, déjà, le fait de l'intégrer dans l'activité, ça décharge les élèves. Ça les aide plus que les surcharge. André Tricot montrera ça lors de la conférence de consensus. Et puis ensuite, les enseignants se débrouillent pour ne pas changer de compétences à chaque fois. Donc il y a quelques compétences qui changent, d'autres qui ne changent pas, donc les élèves savent ce qui est attendu. Donc ils peuvent progresser d'une façon. Et il y a c'est difficile, moi je pense que c'est difficile au début, après ce qu'on a observé, c'est que lors d'une réunion là, en juillet, quand vous préparez la rentrée suivante, il y a un peu de temps qui se dégage, etc., les profs se sont mis au travail tout seuls. Les enseignants de sciences, en un jour, ils ont fait la grille pour toutes leurs séquences. Ils avaient donc déjà un travail ensemble bien coordonné, mais ils ont fait tous ces tableaux pour toutes leurs séquences en un jour. Et les enseignants des autres disciplines que les disciplines scientifiques ont trouvé que leurs collègues étaient tellement mieux dans les classes, parce que ça a changé le climat des classes. Et ça a changé aussi, ça a diminué le stress des enseignants. Ça, c'est très clair. Il y avait dans la salle des profs une différence entre ceux qui pratiquaient ça et les autres. Ceux qui pratiquaient ça étaient moins stressés. Du coup, les autres enseignants s'y sont mis aussi spontanément, sans aide de qui que ce soit, et se sont dit que ça valait la peine, quand ils ont trouvé des bénéfices. On est passé, par contre, votre question m'y fait penser, de la notion de grille d'évaluation à tableau de progression. Grille d'évaluation, les mots ont leur importance, surtout en éducation prioritaire. Ils savent ce que c'est qu'une grille. Et en plus, grille d'évaluation. Tableau de progression,
Ça vient du collègue DPS qui leur a dit, moi j'utilise des tableaux de progression. Et puis certainement dans les clubs sportifs, il y a des choses comme ça aussi. Voilà. C'est vraiment pour, allez, avancer. Et le fait d'appeler ça tableau de progression, ça a permis à tout le monde de se dire, on est dans une dynamique de projet, et ça, on change le climat de la classe. Donc ce sont des tableaux de progression. Voilà ce que l'on peut faire, donc ce qui est atteignable. Pour vous, à mon avis, dans votre réseau, ça peut être une tâche que vous vous donniez dans les groupes de travail du réseau.